Nous sommes vendredi 26 février 2021. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez dans ce journal La Synergie des médias, les plateformes, la radio Inzamba Agateakawe, la radio publique africaine RPA et la télévision Renaissance, ensemble pour parler du procès contre les 34 personnalités accusées d'avoir trempé dans le putsch manqué de mai 2015. Dans ce journal de la synergie des médias, nous reviendrons sur les analyses des uns et des autres parmi ces personnalités condamnées, les journalistes, les membres de la société civile, les agents de sécurité, les policiers et militaires, les politiciens et d'autres analystes auront également un mot à dire sur ce procès que les uns qualifient d'une part de procès purement politique et d'autre part de parodie de justice. Ce journal de la synergie des médias vous sera présenté par le duo Olivia Gakima et Jean-Georges Kibogola avec la collaboration technique de Fabrice Ndimurukundo, Emesteve Nungeko et Innocent Nkugimana. Inès Gakiza assure la réalisation. Dans quelques poussières de secondes, le journal Grande Nature. Encore une fois, bienvenue dans ce journal La Synergie. L'emprisonnement à perpétuité, c'est la condamnation prononcée contre 34 personnes accusées d'avoir trempé dans le putsch manqué du 13 mai 2015. Sur cette liste se trouvent certains politiciens en exil, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes des médias indépendants ainsi que des agents de corps de défense et de sécurité. Toutes ces 34 personnalités faisaient l'objet de mandats d'arrêt internationaux depuis 2016. Le rappel du déroulement de ce procès avec Thierry Wigilinda. Ce verdict de la Cour suprême de condamner à perpétuité les 34 personnalités burundaises accusées d'avoir participé au putsch manqué de 2015 contre l'ancien président Pierre Nkurunziza a été une surprise dans l'opinion. Il venait de passer plus d'une année sans que cette affaire ne soit évoquée par la justice burundaise. Ce n'est que le deuxième jour de ce mois de février que la Cour suprême a rendu publique sa décision prise depuis le 23 juin 2020. Toutes ces personnalités accusées, les leaders politiques de l'opposition, les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes des médias indépendants ont été reconnus coupables d'attentats à l'autorité de l'État, assassinat et destruction. La date du 4 janvier 2016, le procureur général de la République avait émis les mandats d'arrêt internationaux contre une longue liste de personnalités burundaises qui faisaient l'objet de mandats d'arrêt internationaux. La justice burundaise leur reprochait d'avoir trempé en 2015 dans le coup d'État contre l'ex-président Pierre Nkurunziza. Moins d'un mois après, le procureur général de la République, Valentin Bagorikunda, a annulé certains mandats d'arrêt émis contre certaines personnalités politiques de l'opposition, comme Léonard Nyangoma, qui était à la tête d'une plateforme de l'opposition sénalée de Giriteka, le porte-parole Pancras Chimaye, Gervais Zikiri et Pinavio Hanyuma, membres du bureau politique de cette même plateforme. Le procureur général n'a donné aucune explication pour cette annulation. Ces mandats d'arrêt internationaux n'ont pas fait objet de poursuite de la part de l'Interpol. Ce procès n'est revenu à la une des médias qu'à la date du 15 mars 2019, quand le procureur général d'alors, Sylvestre Nyandwi, a ordonné la saisie des biens meubles et immeubles des personnes poursuivies dans ce dossier avant même qu'il soit porté devant les cours et tribunaux. Ce n'est qu'en date du 2 février 2020 que ce dossier a été appelé en audience publique sans que les juges de la Cour suprême entrent au fond de l'affaire car aucune des personnalités poursuivies n'avait été signifiée. Thierry Wigilindavi, des 34 personnes condamnées, Innocent Morosi, cela a comparé devant la justice dans le dossier. C'était le 22 mai 2015, selon le directeur de la radio-télévision Renaissance. Avoir parlé à ceux qui ont tenté de faire le coup d'État fait partie du travail de journaliste et que c'est donc pas un crime. Pour Innocent Morosi, la seule raison de sa condamnation et celle de ses co-accusés, c'est d'avoir dénoncé les crimes commis par le pouvoir CNDD-FDD. Innocent Morosi. Et ce qu'on m'a demandé à ce moment-là particulièrement, c'était de savoir si je connaissais le général Nyombare, si je connaissais le général Daïl Kié, si je connaissais le général de Gachiougueng. J'ai dit oui, je les connais tous. L'un a été mon commandant de promotion à l'ISCAM quand j'y étais, Daïl Kié. Gachiougueng était bien devant moi de 2 ans, je ne sais plus. Nyombare, je le connaissais, on s'est croisés dans un corridor d'hôtel. Depuis, on a cessé de discuter sur les questions nationales. Donc j'ai dit que je le connaissais. Ils m'ont demandé si j'avais appelé ces personnes. J'ai dit que j'ai appelé le général Nyombare, que j'ai appelé le général Daïl Kié.
Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai dit parce que je voulais vérifier des informations qui étaient en train de circuler dans l'opinion. Nous ne répercutons pas des rumeurs. Donc j'ai vérifié ce qu'on me disait. La rumeur a circulé comme quoi l'aéroport était sous contrôle de ceux qui avaient fait le putsch. J'ai appelé ceux qui ont déclaré avoir fait le putsch pour savoir si c'est vrai ou pas. Le général Niyombare. Et quand je ne le trouvais pas, je posais des questions au général Ndaye Lukiye. Mais après ça, ils ont dit, mais en diffusant le message du général Niyombare, vous avez fait la promotion du putsch. Moi, je leur ai dit, regardez, pendant qu'on était dans la guerre civile, ces radios-là qui ont été brûlées, détruites, ces journalistes-là que vous accusez d'être les ennemis de la nation ou pro-putsch, c'est les mêmes qui allaient chercher les informations auprès de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, quand ils étaient encore dans la rébellion. Mais ce qui est important à savoir en réalité, quand ils ont commencé à tuer les gens, quand ils ont commencé à faire disparaître les gens, quand ils se sont mis à torturer les gens, quand ils se sont mis à recourir au viol comme moyen politique de terroriser leur opposition. Quand ils se sont mis à emprisonner les gens abusivement, c'est là qu'on a commencé à avoir des problèmes avec eux. Et si aujourd'hui ils nous pourchassent, ils nous poursuivent, ce n'est pas pour cette histoire-là. C'est parce qu'ils n'ont pas pu tuer dans le silence, ils n'ont pas pu voler dans le silence, ils n'ont pas pu torturer dans le silence. La véritable raison de la chasse qu'ils font contre nous, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à nous tuer, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à nous attraper pour nous mettre en prison. Maintenant, ils nous jettent des anathèmes comme ceux qui sont en train de nous jeter en prétendant qu'on a tué les gens, en prétendant qu'on a commis des crimes qu'on n'a jamais commis. Ceux qui devraient être jugés, c'est pas nous, c'est eux. Innocent Mouroudi, le directeur de la télévision Renaissance, les défenseurs des droits de l'homme expliquent qu'ils ont été mis dans ce dossier car traqués depuis l'accession au pouvoir du CNDD-FDD en 2005. La justice a été toujours utilisée comme une arme contre eux. Ils sont victimes de leurs actions dénonçant les crimes de ce régime, comme le dit Pacifique Ninirahadzwe, l'un des défenseurs des droits de l'homme condamnés. Des cas sont légion. Ici, je peux rappeler l'arrestation du président de l'UCOM, Gabriel Ossiri, en 2005, pour avoir dénoncé la vente illégale de l'avion présidentiel Falcon 50. Les gens se souviennent aussi de l'arrestation en 2010 du journaliste Jean-Claude Kavumbagou, parce que son journal Net Presse avait rendu public, avait dévoilé que l'ancien président Pierre Nkurunziza avait dépensé plus de 100 millions de francs burundais lors de son voyage en Chine. Les gens se souviennent aussi de l'arrestation du bâtonnier du Burundi, Isidore Rufikiri, parce qu'il avait dénoncé des comportements inacceptables des magistrats burundais. Il y a eu beaucoup d'autres cas. On pourrait rappeler l'arrestation du journaliste Hassan Ruvakuki, mais beaucoup d'autres. Il y a eu à la fin des cas plus emblématiques. C'était notamment l'arrestation en mai 2014 du président de la PRODH, Pierre-Claver Mbonimpa, parce qu'il avait dénoncé les entraînements paramilitaires d'Imbonerakure à l'est de la République démocratique du Congo. Les gens se souviennent qu'il a fallu 4 mois de mobilisation citoyenne et de soutien de la communauté internationale pour que Mbonimpa soit libéré. Je ne sais même pas si aujourd'hui la procédure qui le vise est déjà terminée. Pacifique Ninirahadzwe explique que le procès dans l'affaire de putsch de mai 2015 n'est qu'un procès politique et une façon de museler la société civile en condamnant des gens à perpétuité et en spoliant leurs biens. Après 2015, la justice a toujours été instrumentalisée encore une fois contre nous. Non seulement il y a eu ces mandats d'arrêt internationaux contre les défenseurs des droits humains, contre les journalistes, contre des avocats, mais aussi contre des opposants. En réalité, ce qui vient de nous arriver, ce n'est que, je dirais, l'aboutissement de ce processus d'utilisation de la justice contre la société civile, contre la presse et contre l'opposition. C'est pour la toute première fois que nous avons une douzaine d'activistes de droits de l'homme, mais aussi de journalistes et des avocats qui sont condamnés en même temps à la perpétuité sans que les juges soient à même de démontrer la responsabilité personnelle de chacun d'entre nous. Et je rappelle qu'il ne s'agit pas réellement d'un procès, il s'agit juste d'une parodie de justice, d'un procès politique. Et dans ce genre de procès, ce qui est visé, ce n'est pas la recherche de la justice, mais c'est plutôt la volonté du régime de faire taire, de museler des opposants, des dissidents ou des personnes ou des groupes de personnes considérées comme gênants par le régime en place. Il ne s'agit pas d'une procédure normale, il s'agit d'un procès politique qui n'a rien de judiciaire.
Pacifique Nahazwe, c'est un des défenseurs des droits de la personne humaine et ses propos ont été recueillis par Bélancil Nini Nahazwe. Et bien, ce procès, ce coup d'État a été revendiqué par les instigateurs qui sont les officiers des corps de défense et de sécurité. L'objectif visé était de libérer le peuple burundais opprimé par feu président Pierre Nkurunziza et son gouvernement. Josiane Mouzaneza nous en dit plus. Le président Nkurunziza Pierre est destitué de ses fonctions. Le gouvernement est dissous. Les secrétaires permanents des ministères assurent les affaires courantes. Nous sommes le 13 mai 2015. Le général Godefroid Niyombare vient d'annoncer le déclin du régime de Pierre Nkurunziza, décidé par le comité pour l'établissement de la concorde nationale. À ce moment, le général Godefroid Niyombare a exprimé les motivations directrices de ce coup d'État militaire. Vu le discours de haine et divisionniste emprunté par Pierre Nkurunziza qui met en péril la cohésion sociale et qui risque de diviser les forces de l'ordre et de sécurité, vu le nombre de familles déjà endeuillées par cette crise, Petero Nkurunziza ikaba yaribonekeje mu bikorwa vyayo bigayitse. Vu les miliciens opérant sur le compte de Nkurunziza, des miliciens qui sèment continuellement le chaos et la désolation dans tout le pays et dans la sous-région, le numéro 2 dans ce coup de force militaire était le général Cyril Ndayirukiye. Comme cela transparaît dans son mémoire de plaidoirie adressé au président de la République Pierre Nkurunziza en personne, le général Cyril Ndayirukiye n'a pas hésité à endosser sa responsabilité dans cet acte qui visait uniquement à garantir le respect des accords d'Arusha et de la Constitution qui en étaient issus. Le sous-signé de ce mémoire a également affirmé avoir agi en conscience et connaissance de cause et a rappelé que ces actes relèvent de la mission de tout militaire de protéger le peuple. Le général Cyril Ndayirukiye a fait savoir que cette action entreprise ne visait à causer préjudice à qui que ce soit. En effet, il s'agissait selon les personnes impliquées dans le putsch manqué, dont le général Cyril Ndayirukiye lui-même, de démettre un homme qui avait goûté aux fruits défendus et de neutraliser sa capacité de violer la loi pour restaurer le processus démocratique. Le général Cyril Ndayirukiye révélait également qu'ils ont exécuté en âme et conscience les ordres leur intimés par le chef d'état-major et le ministre de la Défense de l'époque. Ce haut gradé de l'armée burundaise a exprimé ses regrets par rapport à l'échec de ce coup de force et a reconnu avoir commis l'erreur de croire en la loyauté de toutes les personnes avec qui il a préparé cette intervention. Le général Cyril Ndayirukiye a terminé son mémoire en indiquant à l'ancien président feu Pierre Nkurunziza qu'il ne ressentait aucun remords quant aux actes posés du moment que l'autorité suprême fut-elle donné des ordres allant dans le sens de la violation de la loi et mettant en danger le peuple. Il a déclaré que dans de telles circonstances, même le plus discipliné des militaires ou policiers était en droit de refuser l'ordre, et ce, pour l'intérêt supérieur du pays. En plus de déplorer l'issue de ce procès qu'il qualifie d'inéquitable, les biens de certains condamnés ont été spoliés avant même que le jugement ne soit rendu et qu'ils soient condamnés. Marguerite Waranghi était l'une des personnes condamnées dans ce procès. Avant que la liste des poursuivis ne soit connue, le régime CNDD-FDD a spolié les biens de la maison Shalom, dont elle est la représentante légale. Je vous propose de la suivre. Je dirais que c'est un procès politique. Si on doit condamner quelqu'un, c'est personnel. Si c'est pénal, on ne peut pas prendre 34 personnes qui ne se connaissent même pas. Ça, c'est pas un procès, c'est un procès fantaisiste. La maison Shalom était là au service du peuple burundais, au service de l'humanité. Si c'est Magui Barankise qui est en cause, on ne doit pas mettre en cause la maison Shalom. C'est deux personnalités différentes. Les biens qu'ils ont pris de la maison Shalom, ils devront les remettre. Et puis, ils n'ont même pas attendu le procès. Parce qu'ils ont fermé la maison Shalom, ils ont commencé à dévaliser les biens de la maison Shalom depuis le 2 novembre 2015. Il n'y avait même pas de procès. Nous sommes en face des personnes irrationnelles. Si je prends par programme, le programme éducation
qui comprenait les écoles, qui comprenait donc toute la formation donc professionnelle. Tout ça, ils ont volé. Tout ça, ils ont dévalisé. L'école paramédicale, ils ont dévalisé, et les véhicules, et le laboratoire, tout l'équipement. Et ils ont commencé maintenant à voler des fenêtres, à détruire des bâtiments. L'université REMA, qu'on allait ouvrir le 2 mai 2015, ils ont tout volé. Et tout, ils sont allés voler jusqu'à la tasse, jusqu'au matelas. Donc ils n'ont rien laissé. Comment ils osent prendre les biens qui étaient destinés à la population burundaise et aller les vendre aux enchères? L'argent qui était dans les banques, ils ont tout pris. Mais ce qu'ils m'ont pris, c'est ma dignité. C'est notre dignité. C'est la dignité du peuple burundais. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils sont allés dans la propriété familiale, ma famille biologique. Ils ont même empêché mes tantes d'aller travailler la tombe de ma maman. Depuis 2015, plusieurs crimes ont été commis au Burundi. Tenez-vous bien, plus de 2200 personnes ont été tuées et plus de 580 portés disparus. Des crimes commis aux yeux et au sud des autorités burundaises et de la communauté internationale. Les autorités de l'État prennent toujours des enquêtes qui n'aboutissent jamais. Janvier Nina Azoué nous relève ici en substance certains de ces crimes contre les citoyens burundais. L'annonce du parti CNDD-FDD de la candidature de feu Pierre Nkurunziza pour briguer un troisième mandat a amorcé une crise au sein de la communauté burundaise. C'était le 25 avril 2015. Des milliers de citoyens ont manifesté contre ce mandat taxé d'inconstitutionnel. Les corps de défense et de sécurité, surtout la police et le service national de renseignement, se sont dès lors lancés à la répression sanglante et meurtrière. Le premier jour des manifestations, un dimanche, le 26 avril 2015, des personnes ont été sauvagement assassinées, dont l'enfant Jean Nepomsen Komeza Mahoro. L'autre assassinat ignoble à citer est celui du caméraman de la RTNB, Christophe Ngezabahidzi, et sa famille entière, en date du 13 octobre 2015. Sur ce crime, le procureur général de la République à cette époque, Sylvestre Nyandwi, a fait savoir au peuple burundais et à la communauté internationale que les criminels avaient été identifiés et que le jugement était rendu. hari umumenyeshamakuru wa radio televiziyo yitwa Nkezabahizi yagandaguriwe mu Ngagara. Abakeneye kumenya ingene rwacitse barashaka kugenda muri sentare ya Ntahangwa bakababwira ingene urwo rubanza rwacitse. La Cour pénale internationale évaluait dans une période de 2 ans à 1200 cas d'assassinat. Toutefois, depuis l'an 2015 jusqu'à date, les chiffres que nous détenons parlent de plus de 2245 personnes tuées, dont 255 femmes. Les disparitions forcées s'évaluent à 555 et plus de 1006 soumises à la torture. Parmi les portés disparus figure Jean Vigilimana du journal Iwachu. La commissaire Françoise Hampson de la commission de l'ONU d'enquête sur le Burundi déplore. Il y a l'impunité de la police, de la SNR, des Imbonerakure, de ce qui se passe en ce moment. C'est quasi total. Il n'y a pas de procédure pénale contre des gens qui commettent des violations graves des droits de l'homme. Janvier Nina Hadzoué de la radio publique africaine. Ces multiples crimes ignoraient le son, car parmi leurs auteurs figurent de hauts dirigeants du pays, expliquent les défenseurs internationaux des droits humains. Une justice indépendante les poursuivrait, ce que ces dirigeants ne permettent pas, d'où l'emprise du système judiciaire. Suivez Karina Tertsakian, défenseur international des droits de l'homme. Les victimes citées dans ce dossier ne sont pas les seules victimes de la crise de 2015. Loin de là. De nombreuses autres personnes ont été tuées, torturées de manière atroce, violées ou emprisonnées arbitrairement depuis 2015, surtout en 2015 et 2016. D'autres ont été victimes de disparitions forcées et jusqu'aujourd'hui, leurs familles ne savent pas ce qu'elles sont devenues. La grande majorité de ces actes ont été commis par des agents de l'État burundais, des policiers, des agents du service national de renseignement, des militaires et d'autres par des Imbonerakure, les membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir.
Les familles des victimes de ces crimes sont toujours en attente de la justice plus de 5 ans plus tard. Pourquoi ? À mon avis, la réponse est simple. Le gouvernement protège les auteurs de ces crimes et le système judiciaire est sous l'emprise des autorités politiques. La justice au Burundi ne peut pas faire son travail ni agir indépendamment. Bon nombre de ces crimes ont été ordonnés ou même commis, dans certains cas, par des autorités de haut rang, dont certaines sont toujours au pouvoir aujourd'hui. Ces autorités, évidemment, n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait des poursuites judiciaires, car ils seraient les premiers à devoir se défendre devant un tribunal. Donc, on se retrouve devant une justice partiale. Les opposants ou présumés opposants sont rapidement arrêtés, emprisonnés, souvent arbitrairement et jugés dans des procès inéquitables, alors que les membres du parti au pouvoir ou les agents de l'État qui ont commis de graves crimes profitent d'une impunité quasi totale. Même sous la présidence d'Évariste Ndayishimiye, qui prêche tout le temps l'importance de la justice, cette impunité perdure. Le gouvernement fait comme si ces événements de 2015 n'avaient jamais eu lieu, ou fait comme si une série seulement de ces événements s'était déroulée. Il est dans le déni par rapport au comportement de ses propres agents. Le président doit s'attaquer à cette impunité de manière urgente, pas seulement dans les paroles mais dans les faits, et rétablir l'indépendance de la justice. Sinon, il ne réussira jamais à dépasser l'héritage très lourd de ces 5 dernières années. La suite de ce journal de la synergie des médias, Frédéric Kibanvumvila, ancien vice-président de la République du Burundi, estime que le régime d'Évariste Ndayishimiye est en train de refuser toute forme de dialogue avec ses protagonistes. Les négociations exigées par ses partenaires, surtout l'Union européenne, et bien pour lui, le pouvoir de Gitega a condamné les 34 personnalités prétendant qu'il est prêt à négocier. Ces jugements ont été rendus publics tout simplement parce que, rappelez-vous, il y avait un cadre, nous sommes dans un contexte précis où le pouvoir de Gitega est en train de chercher comment négocier avec l'Union européenne qui finançait l'appui budgétaire conformément à la Convention. Et la question qui s'opposait d'ailleurs, qui continue à se poser, c'est que dans cette Convention, il est très clairement dit que pour que l'Union européenne aide les pays faisant partie de la Convention, ils doivent respecter les principes de la démocratie dans leur pays. Ils doivent respecter les droits de l'homme. Or, ça fait un temps, depuis 2015, ça a été trop visible que le pouvoir de Gitega ne respecte pas justement ces consignes, ne respecte pas cette convention. Et la réaction de l'Union européenne n'a pas tardé. Il a décidé absolument de suspendre ses interventions budgétaires à l'endroit du Burundi. Maintenant, le pouvoir d'Évariste Ndayishimiye, constatant qu'il y avait des difficultés énormes sur le plan financier, il a décidé de renouer des relations avec l'Union européenne. Mais dans l'entretemps, l'Union européenne a soulevé d'autres questions en disant voilà, la question qui se pose n'est pas entre l'Union européenne et le Burundi, mais la question se pose entre les Burundais eux-mêmes. C'est que pour qu'il y ait la paix, réellement, il faut que le pouvoir négocie avec d'autres Burundais, surtout ceux-là qui sont partis à l'extérieur. Malheureusement, ce sont ces gens-là qui sont victimes de ces procès et la décision de rendre public ces procès pour dire, c'est un message adressé à l'Union européenne en lui disant, voilà, nous sommes prêts à négocier, mais ne nous demandez pas de négocier avec des gens pour qui nous avons des procès, pour qui nous avons des jugements. Frédéric Kibanvumvila, il est ancien vice-président de la République du Burundi. Il est condamné à la prison à perpétuité dans ce procès par la Cour suprême, considère que c'est une mesure plutôt politique qui cache la volonté du pouvoir de Gitega de faire taire les journalistes et les acteurs de la société civile et les opposants politiques. C'est Maître Dieudonné Bachiré-Chizé, porte-parole du groupe de défenseurs des droits de personnes qui le dit. Et concernant les recours judiciaires, les condamnés précisent qu'ils vont continuer à demander aux instances habilitées de corriger les nombreuses violations des procédures qui ont émaillé ce procès. Maître Dieudonné Bachiré-Chizé. Ces journalistes continueront à informer les Burundais pour qu'eux-mêmes ils puissent prendre en main leur destin. Les défenseurs des droits de l'homme continueront à faire le monitoring des violations, à coopérer avec ces différents mécanismes juridico-judiciaires internationaux pour que, enfin,
il puisse y être le rétablissement de l'état de droit au Burundi. Les avocats qui coopèrent avec la Cour pénale internationale, avec la Commission internationale d'enquête, continueront leur noble travail. Cette décision politique, ce procès politique est pour nous un non-événement. Par rapport maintenant à ce simulacre de procès, c'est un procès qui fait honte à ces juges. Ils ont commis une erreur monumentale en jugeant des personnes qui n'ont pas le privilège de juridiction au niveau de la Cour suprême. C'est la première violation grave que la Cour suprême aurait dû relever d'office. La deuxième violation est liée au fait que les personnes poursuivies ne savent pas jusqu'à maintenant le contenu du dossier. Pourtant, l'article 138 reconnaît ce droit et l'article 38 de la Constitution reconnaît effectivement que c'est un droit constitutionnel. Ils n'ont pas le droit des avocats. Les avocats ont peur des représailles suite à la terreur qui règne au Burundi. Et même ceux qui osent y aller, ils n'ont pas accès à ce dossier-là. Donc c'est un dossier qui évolue secrètement et ceci est contraire au droit national et international. Et c'est pour cette raison que nous comptons tout de même, malgré tout, faire un recours à l'intérieur. On a demandé à la CNIDH de nous aider à pouvoir accéder au dossier et ainsi recevoir la copie de jugement. Mais il semblerait que la CNIDH a essayé, mais en vain. Donc, nous ignorons si cet arrêt a été rendu à la permanence du parti, dans un bureau d'en général ou dans un autre endroit, mais ceci est en violation de l'article 66 de la loi qui régit la Cour suprême. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe de la rédaction de la Synergie des médias. Merci également à Inès Gakiza pour la réalisation de ce journal de la Synergie des médias, à Fabrice Ndimurukundo et Mesteve Nyungeko et Innocent Koubimana pour leur collaboration technique. Ce journal vous a été présenté par moi-même, Jean-Georges Kibogola, et vous, Olivia Gakiza. C'était un plaisir, Olivia. Un plaisir partagé, Jean-Georges. Une très bonne soirée chez vous. Au revoir.